de la commune de Chambéry qui est joint en annexe. Merci. Merci, M. Perroton, pour cette explication. Je vous rappelle simplement, pour avoir les chiffres en tête, qu'en 2014, nous avons dépensé 90 240 000. Qu'en 2017, nous avons donc, pour les chiffres pris en compte par l'État, dépensé 84 151 000. Et donc, c'est parce que nous avions une baisse des dotations et des recettes que cet effort a été fait. Et c'est parce que cet effort a été fait que l'État nous octroie 0,10. Il n'est pas jugé suffisant, suivant la grille nationale qui a été mise en place, pour obtenir les 0,15 qui auraient permis de porter à 1,35 le montant de la marge. Comme Benoît Perroton l'a dit, la base prise en compte par l'État étant plus faible que le budget global, par rapport au budget que nous avons voté au mois de mars, il faut qu'on trouve 210 000 € d'économies à appliquer dès cette année sur notre budget. Voilà, j'ouvre le débat. Y a-t-il des questions? Monsieur Serino. Bon, il faut qu'on signe on a jusqu'au 30 juin pour signer, c'est ça, hein? Moi, je suis un peu surpris. Parce que je vous ai entendu quand même depuis des mois pester contre tout cela. Et là, je vois que pour finalement, je comprends bien une négociation qui a été menée, j'ai compris qu'elle avait été difficile. Vous avez l'air de vouloir aller dans le dispositif malgré tout. Alors qu'il n'y a pas d'obligation à le faire. Sinon, on ne nous demanderait pas de contractualiser. Donc je suis un peu surpris parce que je vous avais trouvé très prêt à ferrailler sur ce sujet. Et j'avoue que je m'attendais plutôt à voir arriver un vœu ce soir, plutôt qu'un rapport, une délibération nous invitant à voter ce dispositif de contractualisation. Alors pourquoi? Quelle analyse nous faisons-nous? Le principe est finalement assez simple, Monsieur Perroton et Monsieur le maire. De concert, vous avez finalement assez bien présenté les choses. On nous impose un plafond de dépenses, des pénalités si on le dépasse, des sanctions à la discrétion de l'État si on ne signe pas, éventuellement, en tout cas pas davantage, et quelques maigres contreparties, on chiffre à quelques dizaines de milliers d'euros pour la première année, si on accepte de rentrer dans le dispositif. Donc ça a tout l'air d'un jeu de dupes. Voilà. J'ai souvenir, comme je l'ai dit, vous avoir entendu pester autour de ce sujet, et pourquoi nous sommes-nous très dubitatifs sur le fait de devoir signer ce contrat ce soir. Plusieurs points, en essayant de ne pas être trop long. C'est inquiétant quand on dit ça généralement, c'est que ça va durer. Mais non, je vous promets, je vais essayer de ne pas le faire trop long. 4 points principaux. Le premier, c'est une remise en cause importante, sans précédent, historique, de la décentralisation. Là encore, Monsieur le maire, pendant de longs mois, Monsieur Perroton aussi, vous étiez dans l'inquiétude, il y a quelques années, avant même d'arriver aux responsabilités, de dire mais on va être un jour sous tutelle, etc., etc. Ben là, on y est, là. On y est, en fait. On est sous tutelle. J'ai noté que M. Perroton disait nous serons autorisés. Moi, je suis quand même très surpris que le dialogue avec l'État aujourd'hui se résume, pas uniquement à cela, je ne vous ferai pas injure, M. Perroton, mais se résume néanmoins à cette réalité. Nous serons autorisés à dépenser. Pas plus que ça. Ça touche à un deuxième point, au-delà de la remise en cause de la décentralisation, ça touche à un deuxième point qui est extrêmement important et que vous aviez déjà évoqué il y a quelques mois, Monsieur le maire, c'est la remise en cause de la libre administration des collectivités territoriales. Et là-dessus, je crois qu'on est d'accord, ça nous pose un problème, parce qu'on est des élus et que nous avons des comptes à rendre, vous, nous, et que nous ne sommes pas, j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires, j'en suis un, mais nous ne sommes pas des fonctionnaires, là, dans notre travail ce soir. Et le fonctionnaire a des comptes à rendre, mais à une hiérarchie. L'élu, il a des comptes à rendre à une population, à des citoyens, à des gens qui doivent utiliser ou pas des services.
Et là, on est face à une situation démocratiquement que je trouve particulièrement délicate. Donc, cette soumission, a priori, de notre budget au contrôle du représentant de l'État, je dis bien a priori, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contrôle de légalité, on est dans une démarche qui nous dit bah, vous avez le droit à ça, puis pas plus. Hein. Et puis après, on verra si vous le faites bien correctement. En plus, on vous sanctionne derrière, c'est-à-dire bâton et bâton. Et toute petite carotte. Toute petite. L'autonomie de gestion des représentants élus, je viens d'en parler, est remise en cause. Et le dialogue avec l'État est de fait complètement déséquilibré par cette démarche. Troisième point qui me fait dire encore que c'est un jeu de dupes, c'est de valider le fait que l'État, aujourd'hui, décide de dire que c'est aux collectivités territoriales de porter la réduction du déficit public. Ben voyons. 4,2 milliards. Alors, c'est pas nouveau, hein, mais peut-être qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où ça n'est plus possible. Et je crois que c'était finalement assez intéressant que vous rappeliez qu'en 2014, il y avait 90 millions, peut-être pas exagéré, et qu'aujourd'hui, on en a déjà 6 de moins, grosso modo. Alors, on pourrait me dire que c'est quelque chose d'ancien. Vous et moi, on appartient à des formations politiques qui n'ont jamais rechigné à dire qu'il fallait de la rigueur dans les comptes, voire même qui demandaient à ce que cette rigueur s'applique de façon parfois plus importante, surtout pour vous, à travers les différents candidats que nous avons les uns et les autres soutenus dans l'élection présidentielle. Sauf que là, on arrive à un moment où il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Et je le redis, moi je suis un peu surpris que nous entrions dans ce dispositif. Surtout que, finalement, quelles en sont les conséquences? Les conséquences, elles sont sur la proximité, sur les services, sur le retour que peuvent attendre nos concitoyens des impôts qu'ils payent, même si on n'est pas dans une démarche de donnant-donnant quand on est dans la contribution publique. Mais quand même, quand on paye des impôts, on est content de pouvoir se satisfaire de les avoir payés pour qu'ils servent à quelque chose. Donc on attend derrière qu'il y ait des services, on attend derrière qu'il y ait des choix faits par des élus, qu'on accepte ou pas, qu'on élit ou pas, mais voilà, de la responsabilité. Et là, évidemment, la responsabilité, ben, on nous l'enlève, puisqu'on nous met sous tutelle. Je rappellerai, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais que la part des collectivités dans la réduction du déficit public, c'est 4,2 milliards d'euros, par exemple, en 2016. C'est pas rien. Et pendant ce temps-là, l'État, lui, il accentue, il continue à s'endetter. Donc il y a là quelque chose que les uns appellent léonin, parce que c'est un peu déséquilibré, insincère, même si le terme est toujours un peu délicat quand on parle d'argent. Enfin, et ça n'est pas la moindre des choses parce que ça nous touche directement et localement, c'est une menace sans précédent sur les services publics municipaux. Concrètement, ces contrats gravent dans le marbre une stratégie purement financière, sans aucune considération des besoins locaux et des services publics. Avec cette logique, la commune ne pourra plus proposer de nouveaux services, même si leurs coûts sont couverts par des recettes nouvelles. Et ça, c'est quelque chose d'important. Même si on est capable d'équilibrer, on ne pourra pas le faire. La signature du contrat condamne les collectivités à toujours moins de services publics en réalité. Et donc ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Alors, comment comprendre que vous souhaitiez le contractualiser? Oui, c'est ça. Comment le comprendre? Je me suis posé longuement la question, pour tout vous dire, hein, parce que je pensais vraiment qu'on allait peut-être se retrouver sur une position commune sur ce sujet. En tout cas, sur une analyse, peut-être sur un certain nombre de points. Je me suis dit, finalement, la collectivité cherche
à récupérer ce qu'elle peut récupérer de toute façon, parce que c'est toujours ça de prix. Ça, moi, je peux l'entendre. Sauf que la contrepartie, c'est que l'État va réussir son coup. C'est-à-dire que leur objectif d'avoir la moitié des communes des 322 dont parle M. Perroton qui contractualisent, ben, il va l'obtenir si on fait tous cette démarche-là. Et ça, c'est un peu dommage, parce que ça va nous affaiblir collectivement. Et là, ça sort du cadre uniquement chambérien, évidemment. Mais en tant que collectivité territoriale, qui sont un fer de lance, en tout cas un élément extrêmement important de la vie démocratique française. Alors, après, je me suis dit, bon, peut-être que finalement, c'est conforme à la politique qu'ils engagent depuis quelques années. Et vous l'avez rappelé, non sans une certaine fierté, le mot est un peu excessif, mais non sans une certaine satisfaction, en tout cas, que vous avez réduit de 20 millions la dette, en tout cas c'est M. Perroton qui l'a dit, à peu près 20 millions, et que là on va rajouter 8 millions à cette première vague de réduction. Et je me dis que finalement, bah, c'est assez cohérent avec la démarche qui est la démarche menée depuis 4 ans politiquement. Bon, vous me direz, hein, c'est une forme de question finalement que je vous pose. En tout cas, il est sûr qu'aujourd'hui, parler de contractualisation, quand les termes dudit contrat sont parfaitement imposés et non négociés, véritablement, j'entends la négociation que vous avez menée, mais elle joue finalement sur les 0,10, c'est bien de les avoir obtenus, mais bon, on va où avec ça? C'est fort regrettable. J'ajoute que la barre des 60 millions, en plus, est totalement contestable. Est-ce qu'elle prend en compte les dépenses induites par les décisions unilatérales de l'État? Là aussi, je vous ai entendu longtemps, souvent, dire qu'il y avait des contraintes supplémentaires qui étaient imposées aux collectivités, des services supplémentaires qui n'étaient pas toujours compensés. Eh bien là, ils ne sont même pas déduits des 60 millions. Même pas déduits des 60 millions. Je ne parle pas des dépenses vertueuses, on en a parlé tout à l'heure, ou des dépenses qui permettent d'engranger des recettes d'exploitation pour les services. Donc au final, on est là, face à une délibération que nous ne souhaitons pas voter, évidemment, vous l'avez compris, parce qu'elle met en cause profondément l'avenir budgétaire de notre collectivité, certainement, mais surtout, elle met en cause les marges de manœuvre que nous pourrions avoir pour mener une politique qui ne soit pas totalement dictée par l'État. Ceci, chers collègues, n'est rien d'autre qu'un diktat. C'est un diktat. Voilà. C'est un diktat. Mais on n'est pas obligé de se tirer une balle dans le pied. M. Fajot. Bon, je ne vais pas reprendre un certain nombre d'arguments que vient de développer mon collègue, puisque bon, les partages, on avait déjà eu un échange là-dessus, hein, sur la remise en cause de la décentralisation, de la libre administration des collectivités locales. Bon, j'en passe, et pas des meilleurs. Moi, je suis, comme Jean-Benoît Sereno, très surpris, et je vous pose une question, monsieur le maire, est-ce que vous êtes converti d'un seul coup à la politique macronienne des finances publiques et des collectivités locales, puisque c'est quand même une marque de sa politique libérale, certes, mais très marquée en tout cas pour les collectivités locales. Et ce qu'on avait aussi entendu, c'est que vous étiez prêt à monter au créneau pour défendre la DGF, enfin le maintien de la DGF pour maintenir pour maintenir les vous pourrez discuter quand vous voulez après, c'est pas de souci, pour maintenir les dotations de l'État, enfin voilà, donc on avait aussi, moi j'ai eu l'occasion d'échanger comme ça sur une rencontre fortuite. Je pensais sincèrement que vous alliez vraiment résister à ce que vous propose l'État. D'autant plus c'est un marché de dupes, hein, parce que
l'État qui n'arrive pas à maintenir son déficit, bon, ça c'est un autre débat, c'est quand même... on demande toujours d'agir sur les dépenses. On n'a encore rien sur les recettes. Et moi, je pense qu'on peut être quand même très inquiet sur l'évolution des recettes pour les collectivités locales dans les années à venir. Hein. Bon, le maintien de la DGF, bon, on l'a eu cette année, enfin en 2018. Hein, bon, c'est pas non plus inscrit dans le marbre parce que va falloir que l'État, le déficit de l'État risque de se creuser quand même. Hein. Il y a deux mesures qui vont le creuser très rapidement. C'est la suppression de la taxe d'habitation, pas rien. Est-ce qu'il y aura compensation pour les collectivités locales? Peut-être la première année, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et la deuxième, c'est l'engagement que vient de prendre le Premier ministre pour prendre en charge une partie de la dette de la SNCF. Là aussi, ce n'est pas des centaines de milliers d'euros, c'est des milliards d'euros là, qui sont en jeu. Donc, on aura l'occasion de voir le déficit et comme là, la logique, enfin la politique que souhaite mener le gouvernement Macron, c'est de faire payer ce déficit en grosse partie, ça a été dit tout à l'heure, par les collectivités locales. On risque d'avoir des réveils douloureux. Après, moi, je suis très surpris aussi, je crois que ça a été dit par M. Perroton, mais c'est le rapporteur. Je veux dire, se féliciter, moi ça me choque, hein, se féliciter qu'on pourrait avoir une carotte financière parce qu'on contractualise avec l'État dans le contexte, enfin dans ce qui est proposé. La carotte financière, s'il y en a une, elle se fera au détriment des autres collectivités, puisque l'enveloppe, elle ne va pas bouger. Donc là aussi, on peut dire, bah, c'est bien, nous, voilà, on est bon et tout ça, mais peu importe le voisin. Moi, je trouve qu'en termes de solidarité, justement, parce que toutes les collectivités, quelle que soit leur sensibilité, aujourd'hui, souffrent, je veux dire, de la politique qui est menée sur les recettes et les dépenses d'ailleurs, mais sur les recettes des collectivités, je crois que c'est quand même un peu fort. Moi, ça me choque particulièrement. Pour revenir sur la situation de Chambéry, au-delà des considérations politiques hein, qui vous conduisent à signer, il n'y a rien qui justifie aujourd'hui la signature. Ce n'est pas la situation budgétaire et financière de la collectivité qui doit vous conduire. C'est aussi la conséquence des choix politiques que vous avez opérés depuis quelques années, depuis que vous êtes là. Je crois qu'il faut le regarder. Le fait de ne pas emprunter, 2017, aucun emprunt, hein, zéro. Ben, les conséquences, elles sont très rapides, hein, puisque vous financez le déficit d'investissement par les excédents de fonctionnement. Donc, obligatoirement, voilà, ça réduit les capacités des dépenses de fonctionnement de la collectivité. Donc moi je vais conclure là-dessus. Le résultat des courses sur les recettes, c'est zéro. Donc ça veut dire que malgré les augmentations d'impôts, les Chambériens, il y a eu 23% quand même en 2015, il ne faut pas oublier, hein, les Chambériens, ils vont avoir moins de services publics, ça a été dit, mais c'est important quand même, les services publics locaux, obligatoirement. Et on a vu... à l'introduction, je veux dire, de ce conseil, enfin avant le conseil municipal, les conséquences, et c'est comme ça que vous justifiez d'ailleurs la suppression, enfin en partie la suppression des postes d'ATSEM. Donc je crois que c'est quand même important de revoir vraiment votre politique, moi je dis budgétaire et financière. Je pense que c'est le moment. Sinon, bon, bah, bien sûr, vous allez rentrer dans les clous, certes, mais... nous, on aimerait quand même que vous décliniez les conséquences. Vous avez dit 210 000 euros, mais bon, peut-être que ça sera plus. On n'est pas encore dans l'exécution budgétaire. On verra le CA à la fin de l'année, mais le compte administratif. Mais je crois que si ça conduit encore à fragiliser encore plus les services à la population, et vous savez bien que c'est les plus démunis qui vont en subir les premières conséquences, soit par vos choix politiques, hein, idéologiques, ou soit par dire, comme vous le faites en termes de communication, ça je reconnais, je l'ai déjà dit, vous êtes très bon en communication, c'est pas de ma faute, c'est l'État. Non,
Là, non, vous pourrez plus dire c'est pas ma faute, c'est l'État. C'est vous qui décidez aujourd'hui, enfin le conseil municipal, qui décidez de contractualiser pour contraindre les dépenses de fonctionnement. Donc c'est la vie courante, hein. C'est aussi la masse salariale, mais c'est aussi le fonctionnement des services dans le marbre pour les 3 années à venir. Donc vous allez vous priver de marge de manœuvre, quelles que soient les évolutions, qui me paraîtront d'ailleurs négatives, mais enfin les évolutions qu'il pourrait y avoir sur les dépenses. Ce qu'il y a bien avec vous, M. Fajot, c'est que tout est prévisible. Ce qu'il y a de bien avec vous, c'est que tout est prévisible. C'est bien, c'est bien. Allez, De toute façon, on sait déjà à l'avance que sera votre position dans 1 an ou dans 6 mois. Je vais commencer par vous répondre sur 2017. Vous avez oublié. En 2017, vous avez oublié de souligner que si nous n'avons pas emprunté, c'est aussi parce que nous avons eu un certain nombre de recettes exceptionnelles qui nous ont permis de financer cet investissement. Pour le reste, messieurs, je suis très heureux d'avoir entendu les propos que vous avez tenus. Parce que je ne sais pas si monsieur le préfet, ses collaborateurs nous suivent en direct, mais ils auront au moins vu qu'il existe une certaine unanimité à Chambéry sur les positions tenues par rapport à cette contractualisation avec l'État. Il y a une différence ensuite entre nous, c'est que vous êtes regardant les affaires, nous sommes dans la gestion. Moi, je n'ai toujours pas compris comment le Conseil constitutionnel a validé cette mesure, qui pour moi me paraît, dans son fondement et dans sa forme, totalement contraire à la Constitution, et notamment à l'évolution constitutionnelle du milieu de la décennie précédente, quand Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, a fait, sous Jacques Chirac, voter la libre administration des collectivités territoriales. Cette libre administration des collectivités territoriales, elle est mise en cause par la proposition contractuelle qui nous est faite. Cette mesure fait aussi, je l'ai dit au préfet, donc vous l'avez dit, on peut le répéter en chœur, fait porter principalement sur les collectivités locales le désendettement de la France pour tenir les engagements internationaux qu'elle prend, parce que l'État lui-même n'est pas en capacité de limiter son endettement. Les collectivités territoriales, à travers la Fédération des maires, la Fédération des départements, l'Assemblée des maires, l'Assemblée des départements de France, l'Assemblée des régions, ont engagé un certain nombre de démarches auxquelles, en tant que membre du comité directeur de l'Association des maires de France, je souscris totalement. Ce que nous allons faire ce soir, ce que vous allez faire ce soir, c'est m'autoriser à signer. Si le mouvement national va dans le sens de signer. Malheureusement, à l'heure actuelle, les démarches de l'AMF et de l'ADF et de l'ARF sont restées lettres mortes. Pourquoi a-t-on engagé la négociation avec l'État? Pour 3 raisons. La première des raisons, c'est que je voulais mener cette négociation avec l'État pour voir à quoi on avait le droit. Deuxième élément, nous avons négocié avec l'État parce qu'il y avait un délai et qu'il fallait que de toute façon, si au final les associations d'élus décident qu'il faut préserver les intérêts des collectivités, il faut signer, il fallait qu'on ait la délibération. Troisième chose, qui n'est pas des moindres, et que vous avez l'un et l'autre passé sous silence, c'est que si nous ne signons pas, et si les contingences, un mois de novembre-décembre très froid avec beaucoup de gel, etc., beaucoup de chauffage, beaucoup de frais de fonctionnement, nous dépassons les plafonds, sans le conventionnement, l'État nous prélèvera
100% du dépassement l'année prochaine, altérant d'autant nos recettes, alors que, avec cette solution, on nous prélèvera qu'à 75%. Bon, c'est pas beaucoup, mais dans le contexte où on est en train de chercher 1 centime d'euro toutes les secondes, tout est à mettre en perspective. La deuxième chose, on ne va pas se mentir, nous avons un certain nombre de dossiers sur la table avec l'État sur lesquels nous attendons des financements. Et non seulement l'annonce, mais les paiements. On a passé un dossier tout à l'heure. Certains d'entre vous l'ont approuvé, pas tous, mais on a passé un dossier, il y a 8 millions d'euros à la clé. On a fait acte de candidature il y a quelques semaines pour l'opération Cœur de Ville. Voilà, on est donc dans une spirale où effectivement, nous n'avons pas toutes les clés. Nous n'avons pas toutes les clés. Et donc, d'une certaine manière, oui, le préfet et le secrétaire général de la préfecture connaissent ma chanson. L'État remet sous tutelle, comme aux grandes heures comme avant 82. Bon. Et nous ne savons pas ce que sera 2019 en termes de contraintes imposées. Et les lignes sur les besoins de financement, dont on nous dit que pour l'instant elles sont sans risque, je ne voudrais pas vous donner un mauvais rendez-vous. Mais je ne voudrais pas, comme je l'ai déjà entendu, dire que les banques seraient, notamment la plus grande d'entre elles pour les collectivités locales, invitées à plus de sévérité sur les conditions de financement des collectivités, dans le cadre des montants qui ont été... Alors, c'est vrai que cette pression, je ne veux pas me défausser, mais si elle avait été imposée à toutes les communes, toutes les collectivités de plus de 10 000 habitants, la pression imposée à chacun serait moins grande. Il n'y a que les grandes collectivités qui sont confrontées à ce système-là. Ça veut dire que dans notre agglomération, le conseil municipal de Chambéry, les élus de Chambéry vont être confrontés à la population en disant non, je ne peux pas dépenser, même si, M. Serino, vous avez repris ce que j'ai dit tout à l'heure en début de conseil, même si j'augmente les impôts, je ne peux pas les dépenser en dépenses de fonctionnement, je ne peux que les affecter au désendettement, alors que n'importe quelle des communes d'à côté, que ce soit des maires qui soient des amis personnels, des amis d'idées ou pas, c'est autre chose, auront la possibilité d'accepter des demandes, de faire des dépenses, et nous allons passer, les élus chambériens, tous ensemble, comme des pères fouettards. Comme des pères fouettards. Parce que finalement, le système est peut-être encore plus pervers que le système de votre ami M. Valls. Parce que M. Valls, il nous limitait les recettes de l'État, mais si on se débrouillait, si on augmentait la pression fiscale, on pouvait effectivement retrouver des parts de recettes. Et on pouvait avoir une liberté de dépense. Là, nous n'avons plus cette liberté-là, quelle que soit l'évolution des recettes. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que si ce soir un généreux donateur se manifeste, nous pourrons affecter sa dotation à de l'investissement. Mais, si le même généreux donateur a entendu ce soir que les frais de fonctionnement de la ville de Chambéry étaient trop serrés, il peut faire un don, je ne pourrais pas l'affecter à l'augmentation de fonctionnement. Je plaisante,
mais je ne plaisante qu'à moitié en disant ce que je viens de dire. Et toute la difficulté que l'on a dans les temps qui viennent, c'est de faire comprendre aux Chambériens que malgré l'évolution des besoins, nous sommes cantonnés. Nous sommes cantonnés à 1,2 plus une bricole, parce que je dis c'est une bricole. Les 80 000 euros qu'on doit affecter prioritairement au désendettement, c'est bien parce que c'est 80 000 euros. Mais c'est tout. Ça montre qu'effectivement, les efforts qu'on a faits sont reconnus par l'État, mais ça ne donne aucune marge, ça ne lève rien de la contrainte imposée par l'État aux collectivités. Donc, je vais vous demander dans quelques instants d'adopter cette délibération en vous indiquant très clairement que je n'ai pas de date fixée dans mon agenda pour l'instant pour la signature et que je me tiendrai en lien direct avec les associations nationales d'élus. Je n'ai pas dit tel ou tel parti politique, hein, monsieur Serino, j'ai bien dit les associations nationales d'élus pour voir la conduite qu'on a jusqu'au bout dans cette affaire. Mais je pense qu'effectivement, ce soir, ce n'est pas un moment glorieux pour la République à Chambéry. Monsieur Fajot. Bon, on peut partager quelquefois un certain nombre de propos, et je les partage. Mais c'est vrai que, encore une fois, bon, on ne va pas refaire le débat qu'on a eu tout à l'heure, mais je veux dire, ce sont des mesures purement financières, budgétaires, sans regarder tout à fait les conséquences. Vous venez de le dire. Les charges de centralité qu'a Chambéry, qui va les payer? Les Chambériens. Voilà. Ça aussi, on a déjà eu le débat sur les transferts de compétences avec l'agglomération. On est la seule collectivité sur les, je sais combien il y en a, 38 communes, hein, c'est ça, 36, j'ai vu 38 communes de l'agglomération, à avoir demain ces contraintes-là. Comment on repose ce débat sur la centralité? Parce que moi, je veux bien que quand même les Chambériens, ils prennent, bon, s'il faut qu'ils prennent leur part, je veux dire, de ce que vous allez signer, mais là, ils vont le prendre plein pot. Pour beaucoup d'autres aussi. On va avoir tout à l'heure le dossier de la Cité des Arts ou d'autres. Voilà. Ça, c'est quand même c'est un point qui va relancer obligatoirement. Il faudra relancer le débat si vous le signez. Peut-être que d'ici le 30 juin, ça va évoluer dans le bon sens. Mais moi, je souhaite il va être reposé le débat. Hein. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Au-delà de ce que vous avez dit sur le regard que vont porter les autres communes sur Chambéry. Après, moi, ça m'inquiète quand même. Le préfet vous a dit, si vous ne signez pas, attention à vos subventions, enfin vos subventions, oui, vos subventions pour tel et tel projet. Non, bon. D'accord. D'accord. Mais ça a quand même été... si ça n'a pas été dit ouvertement, c'est quand même sous-entendu, quoi. Voilà, d'accord, non, mais je voulais avoir la précision. Gouvernementaux auxquels je vous renvoie. Monsieur Serino. Donc merci des explications que vous nous avez données, mais je reste dubitatif sur le fait qu'on doive malheureusement se prononcer ce soir. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat d'engager une pression avec l'État. Espérons que la façon dont vous avez choisi de l'engager pourra être efficace et que avant le 30 juin, les associations de collectivités auront gain de cause ou en tout cas fait avancer le dossier positivement pour obtenir au moins des aménagements à ce dispositif qui est une sorte de règle d'or insupportable. Chantage, tutelle, je veux dire, on vous a dépecé ce soir. Si vous signez vous-même un aveu de ne plus avoir le pouvoir sur votre propre budget, hein, c'est quand même vraiment problématique. C'est à se demander si on n'aurait pas dû finalement
On ne pouvait pas l'anticiper, hein. Je ne suis pas en train de faire un reproche, mais c'est une réflexion qui m'est venue en vous entendant parler des autres communes et en entendant mon collègue Guy Fajot parler de centralité. C'est à se demander si on n'aurait pas dû faire en sorte que toutes les dépenses de qu'un certain nombre de millions de dépenses de fonctionnement telles qu'ils sont critériées ici ne soient pas transférées à l'agglo en amont, de façon à ce que l'agglo soit, elle, porteuse de cette contractualisation et qu'on passe en dessous du seuil des 60 millions. Ça aurait été finalement tellement plus intelligent. Je pensais à Annecy, évidemment, en faisant cette réflexion, et je me disais finalement, à Annecy, le fait qu'il se soit réuni à 6 communes à limiter cet effet de déséquilibre dont vous parliez il y a quelques instants. Voilà, nous restons, nous, sur cette position. Nous comprenons le oui mais que vous mettez. Nous faisons un non clair et massif. Sur la question des finances publiques, on n'a pas l'habitude de faire de la publicité pour tel ou tel média. Il y en a un qui est représenté dans la salle. Je vous renvoie à son édition du jour. Oui, il est encore représenté. Oui, il est là. Vous regarderez dans la page France, il y a un article sur ce qui nous attend en termes de finances publiques, qui se retrouve dans d'autres grands quotidiens économiques aujourd'hui. C'est directement lié à ce qui filtre aujourd'hui de Bercy en particulier, quoi. Tout à l'heure, j'ai laissé entendre, j'ai dit clairement en début de séance qu'il fallait qu'on se prépare à d'autres réductions de services. Je ne le dis pas à la cantonade. Je pense sérieusement que ce champ va à nouveau nous être imposé. Voilà. Je vous propose donc de me donner mandat pour pouvoir éventuellement signer en fonction de la manière dont les choses vont évoluer dans les temps qui viennent. Il y a donc des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour votre confiance. Et je remercie ceux qui ont fait ce travail.